Madame, Monsieur les coprésidents du Conseil national du numérique, Mesdames et Messieurs les membres, Monsieur le Président du CSA, Monsieur le Directeur, Président-Directeur général du NIRIA, Monsieur le Directeur de l'ANCT, Mesdames et Messieurs, pardon pour ceux que j'ai oubliés, chers amis, je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce matin, avec une forme de gourmandise, je dois l'avouer. D'abord parce que c'est la première réunion physique du Conseil national du numérique, donc comme à chaque première réunion physique post-Covid, on se réjouit, mais je pense qu'on est encore dans la période de se réjouir, de se retrouver, même si c'est avec des masques. Mais il y a une dynamique particulière et une forme d'excitation à pouvoir repenser, recréer ensemble et re-réfléchir ensemble de manière physique. Et je crois que c'est ce qui est au cœur de la journée d'aujourd'hui, du travail plus globalement du Conseil national du numérique, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais voilà, il y a cette dimension physique qui n'enlève rien à l'exercice et au contraire le complète. Alors, comme c'est la première fois que, je crois, ce Conseil national du numérique qui a été nommé quasiment en pleine pandémie, en tout cas ce nouvel opus, se réunit, et qu'il tient d'ailleurs une session physique, il ne me semble pas totalement inutile de revenir sur sa genèse, les réflexions qui ont conduit à sa composition, à son programme de travail, à l'exercice auquel vous allez vous livrer aujourd'hui, et plus globalement un peu à la période, puisque tout ça, évidemment, se répond et entre en résonance. Alors si on regarde l'histoire du Conseil national du numérique, il a en quelque sorte épousé la diffusion, la croissance, je ne sais pas quel est le bon terme, du numérique dans notre société. Il y a eu un premier Conseil national du numérique, dont certains, parmi les plus anciens d'entre nous, se souviennent, faisaient peut-être même partie, qui était très entrepreneurial. Très entrepreneurial parce que, à cette époque, c'est je crois à l'époque du président Nicolas Sarkozy, la question qui se posait à l'encontre, ou en tout cas à l'égard du monde du numérique, était une question qui était très économique. Émergence d'une nouvelle économie, bulle Internet à l'époque, enfin un peu après quand même, émergence de nouveaux acteurs que on avait du mal à appréhender, ceux qui deviendraient plus tard les fameux GAFA, émergence d'une nouvelle économie et difficulté pour l'État de comprendre comment cette économie fonctionnait et de créer des ponts avec des entrepreneurs et des entrepreneuses qui n'étaient pas dans ces radars habituels. Il y a eu une deuxième version du Conseil national du numérique, et là je pense plutôt aux années 2010, où la question principale a été celle de la transformation publique. Avec le numérique se développant, les outils numériques se développant, la logique et la culture propre au numérique se développant, la question qui se posait pour l'État était celle de sa propre transformation, en tout cas de la transformation de ses politiques publiques, à la fois dans son organisation, dans ses pratiques, ses outils, mais également dans l'appréhension du numérique dans les politiques publiques verticales, que ce soit dans le champ de l'environnement, dans le champ du social, avec la question de l'ubérisation, dans le champ économique, etc. etc. Et il était très souvent posé au Conseil national du numérique des questions extrêmement précises. Comment appréhender ces nouvelles formes de travail, comment gérer la question des données, quelle interface, en tout cas quelle interaction entre le handicap et la gestion du handicap dans un monde de plus en plus numérique. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier Conseil national du numérique, le Conseil national du numérique nous faisait des recommandations extrêmement précises, en interaction, parfois en tension avec les ministères, et ça a été sa fonction. Je pense que cette mission de transformation du numérique, en tout cas de ce que le numérique doit transformer dans les politiques publiques, est dorénavant bien absorbée par la société. Je veux dire, chacun des think tanks, des groupes de réflexion, des fédérations, je pense que tout le monde a compris que le numérique transformait beaucoup de choses. Et donc, nous ne manquons pas aujourd'hui de recommandations, de pression, de réflexion sur la manière dont les politiques publiques devraient
se mettre à jour, ou en tout cas dont l'État, dont le régulateur, à la fois dans ce qu'il libère et dans ce qu'il protège, devrait transformer ses politiques publiques pour s'adapter à la nouvelle donne numérique. Ce qui, je pense, et ce que nous pensions, puisque c'était un travail commun mené avec Françoise Mercadal et Gilles Babinet à l'égard du numérique, c'est que, paradoxalement, ce qui manque, c'est une approche holistique de la transformation numérique. Je crois que si on prend un pas de recul et on regarde ce que le numérique transforme dans nos sociétés, et si on cherche un parallèle historique, le meilleur parallèle historique qui puisse être possible, c'est celui de la révolution de la mécanisation à la fin du XIXe siècle, plutôt au courant du XIXe siècle, mais qui s'étale jusqu'au début du XXe siècle. Si on regarde ce que change l'électricité et la vapeur, eh bien ça change tout. Ça change évidemment les rapports de force économiques entre les entreprises, entre les nations, avec fait intéressant, puisque la révolution suivante la ramènera sur le devant de la scène, c'est la disparition de la Chine, du concert des nations. Cela change, par extension, la démocratie sociale, avec la constitution des classes, l'émergence du taylorisme et du fordisme, et donc la transformation des rapports de force sociétaux à l'intérieur de la société, la possibilité de la structuration de cette discussion sociale, cette tension sociale parfois, mais en tout cas ça change la démocratie sociale. Ça change la démocratie tout court, à travers l'émergence des syndicats, à travers la structuration, la prise de conscience d'une existence de classe, la capacité à s'organiser pour faire progresser les droits sociaux, ou en tout cas participer de la démocratie. Ça change aussi le rapport à l'espace, et à travers le rapport à l'espace et l'allongement de la durée de la vie, une forme de vie quotidienne, ou en tout cas de rapports sociaux. L'invention du chemin de fer, le progrès de la chimie et de la médecine, l'électrification vont permettre de rapprocher les gens. Et dans leur trajectoire de vie, changer profondément ce qui fait notre quotidien. Ça change également les relations sociales à travers cela. En tout cas, on comprend que le sujet de la mécanisation, de l'électrification et de la mécanisation, est un sujet qui n'est pas un sujet technique, mais qui, à travers la technique, va aboutir à une révolution anthropologique. D'une certaine manière, ce qui se passe avec le numérique, c'est exactement la même chose. Si on reprend les quelques exemples que je prenais, ça change évidemment les rapports de force économiques. 8 des 10 plus grandes capitalisations mondiales sont des entreprises de la tech. 6 d'entre elles n'existaient pas il y a 25 ans. Ça change les rapports de force entre les pays. On voit à quel point la question du numérique rebat les cartes sur les puissances respectives des États-Unis, de la Chine et de l'Europe, avec le retour de la Chine, très largement tiré par sa compétence numérique dans le concert des nations, parfois maîtrisant des technologies que l'Europe ne maîtrise pas. Ça change évidemment la démocratie sociale, à travers la transformation du travail, l'ubérisation, la désintermédiation, qui n'est pas que la recréation d'un lumpenprolétariat, mais qui est aussi un mouvement de société extrêmement profond. Ça change la démocratie, à travers les réseaux sociaux, cette désintermédiation et la perte de légitimité, à la fois des syndicats, de la vie politique, des médias. Ça change les relations sociales à travers là aussi la question des réseaux sociaux, du fameux chiffre de Dunbar qui pourrait être démenti par l'existence des réseaux sociaux. Et donc, ce à quoi nous sommes ce à quoi nous sommes soumis, je ne sais pas si soumis est le bon terme, mais en tout cas ce à quoi nous assistons, c'est une véritable transition anthropologique. Et il me semble que l'état de nos réflexions, l'état de notre discussion publique, l'état de notre discussion parfois médiatique, a parfois trop tendance à aborder les choses de manière silotée. Qu'est-ce que change le numérique dans le travail? Qu'est-ce que change le numérique dans l'économie? Qu'est-ce qu'on doit faire sur la haine en ligne? Qu'est-ce qu'on doit faire sur les lois antitrust, etc., etc. Alors que, très profondément, les sujets sont interconnectés. Et que, pour reprendre un élément qui était présent dans la première note rendue par le Conseil national du numérique sur l'interaction entre le numérique et les savoirs, je pense que dans le fond, notre sujet n'est pas un sujet de sémantique, il est un sujet de grammaire.
ce que nous avons besoin de comprendre, c'est la grammaire de ce monde. Et quelles sont les nouvelles règles grammaticales auxquelles nous devons nous adapter, ou en tout cas que nous devons promulguer afin de maîtriser cette transformation. C'est ce que disait cette fameuse note qui parle de la culture technique et de la transformation que, d'ailleurs reprenant ce parallèle entre la mécanisation, la vapeur, l'électricité et aujourd'hui le numérique, la profonde transformation que le numérique apporte à notre monde. Bref, le sujet, me semble-t-il, c'est de pouvoir de manière interdisciplinaire, d'où la composition de ce Conseil national du numérique, réfléchir, proposer, analyser, confronter diverses expériences, divers champs de compétences, divers points de vue, afin d'essayer d'appréhender, de proposer une clé de lecture qui permette l'action publique. L'objectif n'est pas d'avoir une réflexion éthérée, mais je ne suis pas certain, pour être très honnête, que entre la réflexion et l'action, il y ait eu de manière systémique suffisamment de place laissée à la réflexion avant de passer à l'action en matière de numérique. Je ne dis pas cela pour repousser la question de l'action. Chaque jour, des questions très concrètes se posent. Mais en tout état de cause, la confrontation des points de vue me semble absolument indispensable. Nous ne pouvons nous absoudre d'une conceptualisation de ce qui est en train de se passer. Parce que, d'abord, le numérique n'est pas uniforme. Les transformations apportées par l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou l'Internet des objets, chacune d'entre elles est une transformation extrêmement profonde. Chacune d'entre elles a sa propre heuristique, chacune d'entre elles a sa propre logique. Alors quand elles se combinent, c'est encore plus compliqué. Et donc, c'est ça qui me semble absolument indispensable. C'est notamment indispensable du point de vue de l'action publique, parce que cette transformation met sous tension l'État en ce qu'il est élu, garant de choix politiques et de choix démocratiques. Et ce que je pense très profondément, c'est que la question qui se pose à l'État, à la puissance publique, c'est vrai en France, c'est vrai de manière plus générale, est une question de pertinence actuellement. Les hauts fonctionnaires, l'État, les gouvernants, sont-ils pertinents ou sont-ils dépassés? Et il me semble que si l'État veut mettre à jour son logiciel, si l'État veut mettre à jour ses organisations, revenant par là aux questions qui ont pu se poser un peu plus préalablement avec les précédents Conseils nationaux du numérique, cette question de la conceptualisation, cette question de la compréhension est absolument essentielle. C'est donc à ces exercices, qui ne sont pas d'une simplicité extrême, vous nous le concéderez, que nous avons choisi de nous adonner et qu'avec Gilles et Françoise, nous avons souhaité, autour de ces exercices, bâtir le nouveau Conseil national du numérique, avec des profils extrêmement divers, je le disais, qui apportent leur domaine de compétences, leur savoir. Et il me semble à cet égard que le Conseil national du numérique doit à la fois y réfléchir, mais permettre à notre société, notre discussion collective, de progresser. C'est aussi le but d'aujourd'hui, et c'est aussi ce à quoi j'espère il contribuera dans les mois et les années à venir, à travers ses productions, à travers ses ateliers, à travers l'intervention de chacun de ses membres éventuellement dans la sphère médiatique ou dans la sphère intellectuelle, parce que je crois que profondément ce que nous avons besoin de faire, c'est de réussir à bâtir un projet commun. Parce que un des problèmes du numérique est, compte tenu de la difficulté à en appréhender la grammaire, compte tenu par ailleurs de ses dynamiques internes, les tendances centrifuges qu'il provoque dans notre société. Et on le voit à travers les pointes émergées de l'iceberg, que sont les fake news, les difficultés démocratiques que nous connaissons, qui, je crois, font partie des discussions d'aujourd'hui. Le numérique est une formidable opportunité, si tant est qu'il n'est pas subi. Mais il porte intrinsèquement un risque, qui est celui de la sécession, parce qu'il permet, d'une certaine manière, contrairement à ce que pensaient ses initiateurs, ou parce qu'il, c'est pas qu'il permet, mais en tout cas, gravitairement, il va vers le recentrement sur l'individu, ou sur la communauté, dans son acception la moins positive.
Et je crois que ce dont nous avons besoin, et c'est encore une fois l'objet du travail du Conseil national du numérique et de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de plus de communs. Et de recréation d'une forme de sérendipité et d'échange sérendipitaire, je ne sais pas si le terme est juste, afin de bâtir une forme de vision commune de ce que nous voulons être. D'ailleurs, la vision commune, ça reste quand même la définition de la nation. Puisque, selon le mot commun de Hannah Arendt et de Ernest Renan, une nation, c'est à la fois un héritage commun, d'ailleurs de défaite plus que de victoire, mais c'est surtout une projection commune dans l'avenir. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de recréer cette projection commune avec, je le dis ici, le maximum de liberté de parole et le maximum de liberté de pensée, fût-elle disruptive et mal polie. Mais en tout cas, c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Merci beaucoup.